Alors, nous allons continuer dans les actions pratiques. Les actions pratiques, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et on va progressivement demander à chacun vue de sa fenêtre. Nous avons un médecin, nous avons un politique, nous avons un citoyen, vous avez une société qui propose un certain nombre de services, ou du moins une transversalité par rapport à ces services. Et pour chacun, nous allons lui demander quels sont les exemples pratiques que l'on peut faire. On va commencer par la médecine, on va se faire plaisir. Pardon mesdames, je suis désolé. Mais on va demander d'abord à Philippe Amouyel. Philippe Amouyel est professeur de santé publique. Vous l'avez vu très très souvent intervenir sur la Covid, mais il connaît beaucoup d'autres choses. Et surtout, le cerveau. C'est quand même son métier de base. Il est directeur d'ailleurs de la fondation Alzheimer. Donc, premier élément, on a vu tout à l'heure que dans les préoccupations du sondage, il y avait une crainte majeure qui était en deuxième position, c'était la crainte des troubles du cerveau, de la neurodégénérescence. Alors, est-ce qu'on peut proposer quelque chose aujourd'hui? La peur de tout le monde, c'est l'Alzheimer, pour faire global, hein, c'est une grande famille de maladies. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Aujourd'hui, il faut savoir que, passé 45 ans, on a tous une baisse de nos fonctions intellectuelles. On est un peu moins vif, c'est comme le sport, on est un peu moins rapide, mais ça ne porte pas préjudice. La première chose qu'on oublie, c'est les noms propres. On court toujours après les noms propres après 40 ans, c'est absolument normal. Là où ça devient problématique, et avec l'âge ça augmente, c'est quand ça crée une gêne sociale. C'est-à-dire que si vous oubliez vos lunettes, vous ne savez plus où les avez mises, ça va vous agacer, mais il ne va rien se passer. Si en revanche vous oubliez un rendez-vous important, si en revanche vous ne savez plus où vous habitez, là oui, il va se passer quelque chose. C'est généralement ça qui nécessite la consultation. Et entre le moment de 45 ans où vous avez ces troubles des noms propres et le moment où vous avez des problèmes de repérage social, il y a toute une période pendant laquelle il est possible d'essayer de repousser l'âge de début de ces symptômes, si jamais vous deviez faire une maladie d'Alzheimer, par exemple. Du coup, c'est une vraie prévention, alors qu'on ne va pas qualifier complètement de primaire, c'est-à-dire que la maladie est déjà là, malheureusement, elle évolue sur 20 ou 30 ans, mais l'idée, c'est vraiment de procrastiner, c'est-à-dire faire en sorte que les symptômes qui nous font rentrer socialement dans la maladie, c'est une maladie qui est à la fois chronique et une maladie sociale. On peut très bien avoir une maladie d'Alzheimer et puis absolument pas être diagnostiqué. Si vous regardez les estimations qu'on fait en tant qu'épidémiologiste, il y a à peu près 900 000 à 1 million de personnes, et vous avez toujours la caisse d'assurance maladie qui vous tombe dessus en disant « moi j'ai que 600 000 ALD, ils sont où les 400 000 ?» Et bien voilà, c'est que tant qu'on n'a pas posé le diagnostic, on n'est pas classé. Et on a une vie quasiment normale, à quelques aides près. Donc tout un travail, c'est justement de voir comment on peut repousser. Alors, ça a l'air très théorique. On est bien d'accord, il n'y a pas de test prédictif, parce qu'on voit régulièrement paraître dans la presse, on dit « Ah, mais on a trouvé quelque chose, un petit dosage, un petit quelque chose ». On est bien d'accord, pour l'instant, il n'y a pas de test prédictif et il n'y a pas vraiment de traitement démontré efficace? Alors, les tests prédictifs, on n'est pas là pour prédire les choses. On est là juste pour essayer d'aider les gens à aller mieux par anticipation. Le problème, c'est que si on fait des tests et par anticipation, il faut apporter une réponse. Alors, comme vous le dites fort justement, on n'a pas de médicaments qui pourraient apporter de réponse. On n'a pas de procédure qui pourrait apporter de réponse. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux ne pas se préoccuper de ça et faire l'inverse, c'est-à-dire essayer d'augmenter sa réserve cognitive, c'est-à-dire son capital cerveau en quelque sorte, pour justement essayer de repousser cet âge de début. Et alors ça c'est très théorique, c'est un truc d'épidémiologistes qui ont calculé que si on pousse de 5 ans l'âge de début des premiers symptômes, en 10 ans on réduit de moitié le nombre des patients atteints de maladie d'Alzheimer par des effets d'incidence et de prévalence. Et puis, il y a 10 ans, à peu près, les Hollandais sortent une étude où ils regardent cohorte par cohorte d'âge, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 25, en 35, en 45, et on s'aperçoit que dans chacune de ces cohortes, il y a une toute petite baisse de l'incidence de la maladie d'Alzheimer. On aurait tous tombé dessus en disant ils se sont gourés quelque part, on a fait et on a trouvé la même chose. Et maintenant, on sait que dans les pays riches, très développés, il y a une très légère baisse de l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas. Quand on regarde de près, ce n'est pas une baisse de l'incidence. En fait, l'âge de début a tendance, dans ces pays, à être repoussé de plus en plus tardivement. Or, quand vous faites une maladie d'Alzheimer à 75 ans et une à 85 ans, vous avez malheureusement un tas de mauvaises raisons de mourir d'autre chose. Donc, vous décédez avant que vos premiers symptômes soient apparus. Et donc, finalement, vous n'êtes pas classé comme étant atteint de maladie d'Alzheimer, donc vous avez l'impression que l'incidence diminue. Peu importe, ce qui est important, c'est justement de voir qu'on arrive à repousser. Et pour ça, on a essayé d'identifier sur ces événements qu'est-ce qui permettait d'avoir un âge de début plus tardif. Et on a pu mettre en évidence 4 grands groupes d'activités. Qui sont Allez, on va le faire de suite. On y va. Voilà, de suite, absolument. Qui sont tout d'abord le fait de se servir de son cerveau. C'est pas comme la pile Wonder, ça suce que si on s'en sert pas, là, c'est totalement différent. L'autre élément qui est important, c'est de le protéger. C'est un organe qui est extrêmement fragile. On a une boîte crânienne, on a une barrière hémato-encéphalique qui empêche le sang d'abîmer le cerveau avec les toxiques qu'on mange dans l'environnement. Il faut les protéger.
Il y a tout ce qui concerne, parce que le cerveau il ne se balade pas tout seul, il est dans un corps, la qualité de son corps est aussi importante pour le cerveau, de sa santé, autre que cérébrale, de sa nutrition, de son activité physique, mais ça on en a déjà parlé abondamment. Et enfin, le dernier point qui est un des stimulants les plus importants du cerveau, c'est la relation sociale. Les relations sociales, quelles qu'elles soient. Je prends juste un exemple, la vie en couple. N'importe quel type de couple, vous aimez pas, peu importe, vous vivez à deux, vous avez 30%. Donc, plus de divorce, non mais c'est important, vous avez 30%, non mais c'est vrai, c'est l'interaction humaine qui est importante. Vous avez 30% de moins de développer une maladie d'Alzheimer. Donc vous développez votre maladie d'Alzheimer beaucoup plus tard. Ceux qui, par exemple, les bridgers, là, ils font souvent des infarctus, rarement des Alzheimer, par exemple. Justement, un témoignage qui va dans votre sens. Patricia, qui nous l'a envoyé, et qui dit « J'ai 74 ans, je suis journaliste, je ne sais pas si ça protège, mais en tous les cas, je travaille toujours. J'ai des petits problèmes d'arthrose, mais je fais du sport avec un coach 2 fois par semaine, ce qui m'est indispensable. Je jardine, je médite, je marche beaucoup, j'ai une bonne alimentation, mais surtout, la curiosité. La curiosité est essentielle à conserver avec les années, car c'est comme ça qu'on vieillit moins vite. » Voilà, donc ça correspond bien à ce que vous dites. Oui, alors un petit commentaire sur ce que vient de dire Philippe Mamouyel. L'activité physique fait tout en même temps. Parce que l'activité physique, c'est faire marcher son cerveau, parce qu'il faut savoir où on met les pieds quand on court en montagne, par exemple. L'activité physique, c'est aussi un lien social, puisqu'on a une rencontre avec les personnes âgées, avec les autres personnes, pardon. Et puis aussi, bien sûr, ça protège le cerveau, et pour ça, l'alimentation qui va avec. Donc, enfin, tu l'as bien démontré en toutes tes études, c'est un facteur de prévention accessible à tous et vraiment très, très, très important. Et puis, qui n'agit pas que sur le cerveau. Il agit sur tout un tas d'autres maladies qui sont très importantes également. Bah oui. Un peu global. Et c'est aussi la non-sédentarité, deuxième élément, très important. Docteur Hélène Rossineau, parce que c'est encore une fois l'aspect médical et que vous représentez la vie citoyenne. Docteur Hélène Rossineau, vous êtes spécialiste de santé publique et de la dépendance. Vous êtes expert pour les personnes âgées aidantes. Et vous avez créé une expérience tout à fait intéressante. Racontez-nous. Alors, avec le CHU de Nice, de Reims et de Troyes, et Cherker, qui est spécialiste du changement comportemental, une étude a été montée, elle est toujours en cours en ce moment, parce qu'on est parti du constat que aujourd'hui, en ville, on manque d'expertise en gériatrie. Aujourd'hui, il y a peu de gériatres et beaucoup de personnes âgées. Et qu'avant d'être dépendant, il y a ce qu'on appelle le stade de fragilité. Et le stade de fragilité, il est, lui, plutôt réversible. Et c'est exactement ce que vous disiez juste avant. Si on accompagne les personnes âgées et qu'on les aide à faire de l'activité physique, à sortir de l'isolement, à mieux manger, on a une chance de retarder au moins leur entrée dans la dépendance. Donc, l'idée était de tester le coaching motivationnel par téléphone, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas envoyer un gériatre à domicile chez toutes les personnes de plus de 75 ans, et de voir si un accompagnement mensuel par des infirmières formées vraiment à l'éducation thérapeutique et aux entretiens motivationnels, eh bien, est-ce que ça peut changer le cours de la vie de ces personnes et vraiment retarder leur entrée dans la dépendance. Donc l'étude est toujours en cours. Petit bémol, les inclusions ont commencé en février 2020. Donc de la gériatrie en ville pendant le Covid, c'était pas forcément le plus simple. Mais quand on discute avec les infirmières qui réalisent les entretiens, on entend vraiment que pour beaucoup de patients, en particulier ceux qui sont les plus fragiles, et surtout sur l'isolement, ces appels sont très attendus, ça se passe très bien. Et j'en discutais encore avec une ce matin qui me disait, on sent que certains se prennent vraiment en main et que ça change leur façon de voir les choses. C'est une autre opinion. C'est pas leur médecin traitant, c'est pas leur aidant, c'est quelqu'un avec qui ils peuvent échanger aussi. Alors ça, ce n'est pas, comment dire, c'est du ressenti, ce n'est pas les trouvailles scientifiques de l'étude, mais je pense que c'est intéressant aussi de voir ça comme ça, en attendant de voir si on arrive à prouver scientifiquement avec cet essai clinique l'effectivité du coaching. Et donc vous avez pu mailler en quelque sorte les actions potentielles, parce qu'en fin de compte c'est bien de faire l'évaluation, c'est bien de partager, mais d'un point de vue pratique, est-ce qu'on peut orienter vers des choses concrètes ? Exactement, c'est aussi le but. Alors il y a forcément un lien avec le médecin généraliste qui reçoit tous les comptes rendus. Mais surtout, les infirmières ont eu accès à un mapping de ce qui existe sur les territoires et donc redirigent les patients vers ce qui existe. Ça a été encore une fois la difficulté des confinements parce que ce qui existait sur l'associatif, l'activité physique, etc. en dehors, c'était forcément un tout petit peu moins accessible pendant ces périodes-là. Mais le but était vraiment d'avoir un relais du coaching sur les territoires et pas seulement un appel. Mais
pour moi, c'est un outil qui, alors ça a été prouvé, ça fonctionne très bien sur des maladies chroniques identifiées. Il y a encore très peu de choses sur la fragilité, en particulier dans ce domaine-là. Je pense que c'est une formidable source de progrès potentiel et qu'il faut vraiment l'explorer parce que on peut retarder vraiment cette entrée dans la fragilité, j'en suis persuadée. Alors le lien est tout tracé avec Sébastien Potvin, vous êtes directeur général de France Silver Eco, puisque là on est dans des espèces de solutions que l'on peut proposer, différents produits, services que l'on peut proposer. Mais définissez-nous d'abord ce qu'est la France Silver Eco, Silver Economy. Alors, d'abord, la Silver Economy, bon, désolé pour l'anglicisme, nous n'avons pas... Oui, non, vous avez choisi. Je le précise, ou l'économie de la longévité, si on peut franciser les choses. Au fond, c'est la mobilisation de tous les acteurs, et notamment évidemment les acteurs économiques, pour répondre au défi du vieillissement de la population. Et ce qui est assez formidable avec tout ce qu'on vient d'entendre à l'instant et avec la table ronde précédente, c'est qu'on voit bien qu'autour des questions de santé, eh bien, en fait, demain, il va falloir aussi mobiliser la question de l'habitat, pour faire de l'habitat un levier justement du maintien de l'autonomie le plus longtemps possible. La question de la mobilité. Parce que si on arrive à avoir un habitat adapté ou accès à des habitats intermédiaires qui nous permettent d'être actifs, si on ne peut pas accéder aisément aux services, aux métiers de bouche qui font le plaisir de la vie, etc., ça pose un problème. C'est l'inclusion sociale qui a été évoquée précédemment aussi, parce que sans inclusion sociale, on a moins envie de se prendre en main. Et donc, ça a aussi une réponse sur la question de la santé. Ce sont les aidants. Parce qu'il ne faut pas les oublier. Les aidants sont des personnes fragiles. Et si on veut que cette fragilité soit réversible, il faut leur apporter des solutions. La Silver Economy, c'est tout ça. Il ne faut pas limiter la Silver Economy à l'accompagnement de la dépendance. Ce que parfois on fait. La Silver Economy, c'est l'accompagnement de cette société de la longévité. Et donc, du coup, c'est de prendre en compte tous ces éléments-là et effectivement d'y apporter des réponses. Et en ce qui concerne France Silver Eco, on est simplement une association qui gère la filière de la Silver Economy et donc qui essaye de mettre autour de la table tous les acteurs. Et ce n'est pas si facile, parce que vous l'avez compris, c'est extrêmement transversal. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse mettre autour de la table des acteurs qui peuvent parfois avoir des cultures différentes, des langages, des agendas différents, et leur dire « avançons ensemble, c'est comme ça qu'on va y arriver ». Et donc, on arrive à travailler de cette manière-là, mais je pense qu'on aura... Et vous travaillez, on va y revenir, bien sûr, mais vous travaillez régionalement ? Alors, on travaille nationalement. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir tous les acteurs. Je vais donner, par exemple, on a autour de la table la CNSA, on va avoir autour de la table la DGCS. Donc ils sont des... Ne donnez pas trop d'acronymes parce qu'on ne sait pas ce que... Pardon, la Caisse nationale de solidarité et autonomie. On va avoir, c'est quand même un peu important, on va avoir des administrations centrales. On va avoir des acteurs qui financent énormément. Je pense à la Caisse des dépôts, notamment des banques, des assurances. On va avoir de grandes entreprises, Schneider Electric, Saint-Gobain, Legrand. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Tout simplement parce qu'ils sont là pour adapter les habitats. On va avoir les collectivités territoriales, on va avoir les grandes fédérations, on va avoir ce qu'on appelle alors c'est encore un anglicisme, des pure players, vraiment des organisations qui sont vraiment tournées uniquement sur le sujet, donc les gérontopoles, les clusters, etc., etc. Vous voyez qu'on a tout le monde autour de la table. On a aussi par exemple la Poste, et je m'arrête juste un instant sur la Poste, sur la question de la fragilité. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est en Lozère. Et la Lozère est magnifique, effectivement, magnifique département. La question de la Lozère, c'est que qui passe régulièrement au domicile ? C'est le facteur. Est-ce que demain, le facteur, mais ça peut être aussi les questions d'infirmier ou d'infirmière libérale, ce sont peut-être demain des acteurs qui seront essentiels justement à la remontée des questions de fragilité. Pensons alors CPTS, aux communautés professionnelles territoriales de santé, qui ont donné des éléments très intéressants au moment de la crise Covid, qui demain peut être élargi au médico-social, permettrait de faire circuler l'information aux bons acteurs pour une réponse rapide. Eh bien, nous, on est au milieu de tout ça. C'est formidable à expliquer comme ça. On est très passionnés. Au quotidien, ça demande un certain investissement. C'est un peu de travail, non ? Il y a du relationnel. Monique Iborra, merci infiniment d'avoir pris un peu de temps pour nous rejoindre. Vous êtes députée de la Haute-Garonne et surtout auteur d'une proposition de loi sur le grand âge. Donc, vous avez vu, les bonnes volontés, elles sont là, autour de la table. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres en France. Quelle est la position du politique aujourd'hui par rapport au grand âge et plus précisément à la longévité et l'accompagnement qui est fait là de la longévité en bonne santé? Oui, le grand âge a toujours intéressé le politique.
Le problème, c'est que souvent le politique se fait dépasser quand même un peu par la technocratie et que les choses sont lentes à se mettre en place. Et la plupart du temps, les politiques jusqu'à aujourd'hui, pour rentrer dans cette problématique du grand âge, c'était soit directement par le financement, et là tout de suite, évidemment, il y avait des hésitations, soit uniquement par le biais de la dépendance. Donc, si vous voulez, les choses ont avancé, mais elles ont avancé, elles sont peu passées d'ailleurs par la loi, elles sont passées par le règlement, c'est-à-dire avec les administrations centrales en fait, et traduites budgétairement dans la loi de financement de sécurité sociale, qui est une loi budgétaire, mais qui ne parle pas beaucoup à nos concitoyens. D'autre part, la problématique grand âge doit intéresser pas uniquement le grand âge, mais il faut évidemment, comme ça se passe pour les personnes handicapées, une pression sociétale tout à fait importante. Donc, j'ai considéré qu'on n'allait pas nous-mêmes assez vite sur le sujet et qu'on promettait une grande loi et que finalement cette grande loi n'arrivait pas. Et donc j'ai décidé de faire une proposition de loi que j'ai intitulée « Agir pour préserver l'autonomie ». Et donc on est là au cœur du sujet et garantir le choix de vie de nos aînés. Parce que j'ai considéré, après avoir beaucoup travaillé pendant 4 ans sur le sujet quand même, avoir beaucoup auditionné, avoir travaillé avec non seulement les acteurs, mais les associations des personnes âgées, après avoir pris connaissance des enquêtes qui avaient été faites sur le sujet, y compris la vôtre dernièrement, j'en ai conclu qu'on avait 2 soucis là. Le premier, c'était la prévention. Parce que on considère que finalement la prévention globalement en France, on n'est pas forcément les meilleurs. Et donc je me suis déplacée dans les pays nordiques en particulier pour voir comment ils prenaient cette affaire du grand âge et éventuellement de la perte d'autonomie, en sachant que toutes les personnes qui sont dans le grand âge ne sont pas forcément en perte d'autonomie ou dépendantes. Et je crois que ceci fait très peur, évidemment, à tous, puisque c'est un problème de calendrier, finalement, hein, il faut bien le dire. Et que en France, le Haut Conseil de la santé publique, j'avais remarqué, en tout cas je l'ai mis dans mon rapport, il considérait que les actions de prévention et la promotion de la santé sont peu organisées, peu financées, et reposent souvent sur des initiatives individuelles. On en a entendu une très intéressante. Et que donc le politique ne pouvait pas en rester là. Il fallait convaincre, y compris notre gouvernement. Et donc je suis partie de ce que j'ai considéré comme étant d'excellents rapports à la fois Jean-Pierre Aquino et M. Bourquin, vous en avez peut-être entendu parler, là est président de la Société de gériatrie, parce qu'il me semble qu'en effet, les médecins généralistes ont un poids très important, doivent être très présents, mais les gériatres, on n'en a pas beaucoup, c'est dommage, en effet, dans la spécialité, mais ils doivent être aussi mis à contribution, en quelque sorte. Et ils ont donc produit un rapport qu'ils ont intitulé le Centre national de preuve de la prévention, que j'ai repris. Pas dans la totalité, partant du principe que, comme le disait le Haut Conseil de santé publique, il y avait peu d'impulsion nationale sur la prévention et en particulier sur la perte d'autonomie. Il y a la Silver Economy, vous avez vu, c'est une association qui fait beaucoup, mais ça me paraît être, du point de vue politique, insuffisant. Et donc, j'ai prévu, dans ma proposition de loi, la création de ce Centre national de preuve de la prévention de la perte d'autonomie, avec un pilotage, quelque chose de léger, parce que je suis assez réfractaire. Faites-nous aussi relativement court, si vous voulez bien, parce qu'on a plein de questions qui arrivent, si vous voulez bien, pardonnez-moi. Parce que je suis un peu réfractaire à tout ce qui est technocratie. Et donc, on a pu comprendre que c'était pas vos copains. Et non, c'est pas ma tasse de thé, non, c'est vrai, on en a besoin de temps en temps, mais et donc j'ai supposé qu'on pouvait créer ce centre avec évidemment des médecins
évidemment, mais aussi des sociologues, mais aussi des personnes qui s'occupent d'éthique, parce qu'il ne faut pas oublier, de mon point de vue, quand on parle de personnes âgées, oublier cette chose-là. Dernière chose que je voulais dire, aujourd'hui, et il est possible que peu de monde le sache, la politique de grand âge est décentralisée pratiquement aux conseils départementaux. Et que les conseils départementaux ont été chargés en 2016 par la loi d'adaptation à la société du vieillissement de piloter les actions de prévention. Or, il apparaît que c'est nettement insuffisant. Nettement insuffisant parce que, par exemple, il n'y a pas de médecin dans ces conférences qui s'appellent conférences de financeurs. Il y a quand même beaucoup de financements qui sont donnés, puisqu'en 2019, 253 millions d'euros ont été attribués au département pour ces actions de prévention qui ne sont jamais évaluées. Et que donc il s'agit bien au niveau national d'avoir un centre de preuve national qui non seulement indique quelles sont les actions qu'il faut mettre en place, je finis juste, les actions qu'il faut mettre en place, mais aussi chargé d'évaluer toutes les nouvelles technologies. Parce que dans toutes ces nouvelles technologies qui sont proposées, il y en a un certain nombre qui sont plus efficaces que les autres, clairement, mais qui ne sont pas suffisamment évaluées. Et ce centre de preuve a cette vocation à la fois d'avoir des actions de prévention qui peuvent intervenir, comme celle qui se passe à Toulouse, en Occitanie, avec le professeur Vélas et le CHU qui a passé une convention avec la Poste, justement, de manière à évaluer cette fragilité au moyen d'une analyse très, très facile à mettre en place. On va y revenir. Ne nous dites pas tout de suite. On va garder quelques petites choses. On va revenir sur Philippe Amouyel. Merci beaucoup, Monique Iborra. Sur justement, qu'est-ce qu'on a, et c'est une des questions posées, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux questions qui vous concernent. La première, c'est de façon pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire, il faut jouer au Scrabble, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a énormément de choses, mais je crois qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas non plus être trop ambitieux. Il faut prendre une chose que vous aimez faire, qui est facile, mais il faut la faire tous les jours. Il n'y a que comme ça que vous changerez vos comportements. Si vous aimez lire, alors c'est pas la peine de lire l'intégralité de la Pléiade, ce sera pas mieux que si vous passez votre temps à lire votre magazine préféré. Mais il faut le lire. Si vous voulez faire des mots croisés, du Sudoku, mais j'aime moins parce que Sudoku c'est que les chiffres, voilà. Donc quelque chose qui est très varié, ce qui stimule très bien, c'est la lecture. Sur par exemple la protection du cerveau, il y a quand même un certain nombre de toxiques qui agressent ce qu'on appelle cette barrière qui nous protège du sang, notre cerveau du sang. C'est le tabac, c'est l'alcool, c'est les drogues. Et il n'y a pas de drogue anodine, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Et comme ça, on fourmille du cannabis, quoi. Pardon ? On parlait du cannabis. Non, et alors ça attaque le cerveau chez les plus jeunes, tout de suite. Il n'y a pas de drogue, même le tabac. Il n'y a pas de drogue insignifiante. Et sur le reste, c'est les conseils alimentaires, mais là, ça, vous maîtrisez ça depuis longtemps. Mais la seule chose qu'on voit, qui est un peu sérieusement démontrée, parce qu'il y a vous allez sur Internet, vous trouvez les 7 produits merveilleux pour votre cerveau. Vous pouvez abandonner. C'est pas ça, vous pouvez le lire, mais bon, c'est pas ça qui va sauver votre cerveau. Mais on vous conseille plutôt de lire le guide anti-Alzheimer, c'est mieux ça. Voilà. Je cherche midi. Vous aurez tout ce que Philippe Amouyel est en train de vous dire. Donc, mais pour revenir sur l'alimentation, une chose qui se retrouve régulièrement, c'est les composantes de ce qu'on appelle le régime, qui n'en est pas un, qui n'est pas un régime restrictif, méditerranéen. Alors, matinée dans notre régime MIND, mais on va simplifier. Le régime méditerranéen, c'est l'huile d'olive, le poisson, les fruits frais, les fruits de saison, pas de vin, je suis désolé, un peu, mais le vin, moi je le classe plutôt dans le dernier chapitre qui est la relation conviviale. D'accord, c'est la relation sociale, pas l'effet alimentaire. Et puis pour les relations sociales, mais tout ce qui peut... Je vais prendre juste un exemple, l'optimisme. Les gens ils disent je suis optimiste, je suis pessimiste. Non, l'optimisme ça se travaille. Je prends juste un exemple, il faut entretenir la discussion. Donc, la meilleure façon de commencer une discussion, c'est de dire bonjour aux gens. Voilà. Et puis, quand quelqu'un vous dit bonjour, c'est de ne pas fuir en courant, de baisser le nez. Voilà. Et déjà, là, on commence à progresser. C'est d'avoir une position. Si vous êtes comme ça, excusez-moi, ça aide pas à la conversation. On est un peu fermé, donc il vaut mieux être comme ça. Il n'a pas envie de parler, c'est pour ça. Donc voilà. Donc tout ça se travaille. Il n'y a pas de fatalité. Après, il faut aller vers les autres et vraiment. Il
faut lutter contre la solitude, mais c'est ce que fait Hélène avec les aidants. Tous ces conseils, c'est valable à tout âge? Il faut commencer à 20 ans, il faut commencer à 30 ans, à 50 ans? C'est valable à tout âge, y compris quand on commence à avoir des troubles. J'ai des collègues américains, alors ils n'ont pas encore bien vérifié et validé, qui ont créé des cliniques où ils appliquent tout ça, mais de manière musclée. Ils vous le font payer très cher, et ils disent qu'ils arrivent à stopper des baisses cognitives qui étaient très invalidantes. Le seul problème, c'est que dès que vous arrêtez, ça repart. Donc, mais ça a un effet positif, quel que soit l'âge. Et ça devient, c'est comme n'importe quelle maladie chronique. Même le jour où on trouvera un traitement de la maladie d'Alzheimer, il faudra avoir cet environnement. C'est pas parce que vous prenez des médicaments contre l'infarctus que vous n'allez plus en faire. Si vous continuez à fumer, à boire et à manger comme vous le faisiez avant, vous en referez un quand même. Donc l'idée, c'est l'ensemble, c'est un environnement, et on peut déjà, pour la maladie d'Alzheimer et le cerveau, commencer par mettre en place cet environnement. Il y aura des bénéfices. Alors, sur l'alimentation, pour te rejoindre, ce qu'il faut savoir, c'est que manger, ça sert à parler. Manger, c'est parler. Et donc, le repas partagé, c'est très, très important. Quand il est partagé. Mais oui, bien sûr, mais une personne âgée qui mange seule ou une personne âgée qui mange avec d'autres, ça n'a rien à voir. Mais ça fait aussi partie du régime méditerranéen. Parce que le régime méditerranéen, c'est un certain nombre de composants, mais c'est une certaine façon de manger à heure fixe, pas seul. C'est souvent de faire une sieste après. Voilà, c'est tous ces éléments, c'est un vrai contexte qui, justement, apporte ces bénéfices pour votre cerveau. Hélène, qu'est-ce que vous retrouvez comme point commun le plus fréquent, comme indice de fragilité? Et est-ce que l'ouverture de la personne un peu plus âgée au numérique est une réalité et peut être une aide? Oula, je suis censée faire courte, mais ça, les indices de la fragilité, c'est très très large. Qu'est-ce qui ressort le plus, en fin de compte? Parce que, encore une fois, c'est du dialogue, c'est pas un examen, c'est du dialogue au téléphone, donc c'est pas si facile que ça. Alors, en tout cas, on évalue plein de critères. Un des plus importants, on n'arrête pas d'en parler, là, c'est l'isolement. C'est extrêmement important. On voit bien que ça joue beaucoup sur la dégradation de l'état de santé des personnes âgées. La nutrition, je sais qu'on se répète, mais on l'évalue beaucoup aussi. On regarde s'il y a des symptômes dépressifs ou pas, parce que ça aussi c'est important. Quand il y a des symptômes dépressifs, les patients ont tendance à se refermer sur eux-mêmes, et donc ça va aussi avec l'isolement. Quand on est dépressif, on ne va pas déjeuner tous les midis avec son voisin. En général, on est plus fatigué, on reste plus au lit, on se referme sur soi. On regarde ce qu'on appelle les activités de la vie quotidienne. Est-ce que les personnes sont capables de s'habiller, de se faire à manger, de prendre les transports en commun? C'est tout un tas d'éléments qu'on évalue régulièrement et pour lesquels on peut les encourager, parce que pour moi la base c'est surtout ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. C'est à l'origine, l'entretien motivationnel, ça vient du monde de l'addiction. C'est un process très particulier, une façon de parler aux gens, une écoute réflexive, une écoute active, surtout ne pas juger, ne pas culpabiliser et essayer de faire en sorte que les gens reprennent en main globalement leur comportement et aient envie de changer et d'évoluer. Ça, c'est très important et ça passe très bien par téléphone, à l'exclusion bien sûr des patients qui n'entendent plus forcément très bien. Ça, c'est la limite du téléphone, mais c'est la seule. Et tous les patients sont loin d'être dans ce domaine-là. Et surtout, on parle du digital, effectivement. Alors nous, dans notre étude, c'était les patients de plus de 75 ans. Le digital n'est pas adopté par tout le monde dans cette tranche d'âge. C'est pour ça que je trouve que le téléphone est quand même encore intéressant. Et c'est plus humain que juste des outils numériques. Parce que quand on veut recréer du lien social, alors bien entendu, on peut avoir des forums, on peut avoir des réseaux sociaux, on peut échanger avec des gens en ligne. Mais pour moi, cette composante d'entendre la voix, d'être capable de détecter les émotions, la fatigue, l'état mental, l'humeur du jour, c'est important. C'est pouvoir vider son sac, c'est écouter les patients. Donc le digital a bien entendu toute sa part et de toute façon, aujourd'hui, ce serait stupide de dire qu'il faut arrêter le digital et que ça ne concerne pas une catégorie de personnes. Soyez pas écoutés. On y va. Non seulement je ne serais pas écouté, mais ce serait nier une réalité qui est en train d'avancer. Juste, l'important pour moi, c'est de garder l'humain vraiment au cœur de notre approche de la longévité. Philippe Amouyel. Je crois que le digital est important. C'est un très bon stimulant du cerveau et c'est également un stimulant de la relation sociale. Par exemple, on s'est rendu compte que jouer à certains jeux, alors pas tous, pas ceux, enfin il y a eu un qui a été évalué, qui consiste à deux choses. Vous conduisez une petite voiture sur une route et puis vous avez des distracteurs. Donc on a entraîné des personnes à faire ça et on a une amélioration des fonctions intellectuelles, de la rapidité de réaction, de ces éléments qui persistent à peu près 6 mois. Et il y a un jeu qui ressemble beaucoup à ça, alors, je ne sais pas si je peux le dire, c'est avec un petit bonhomme dans une petite voiture qui est un plombier avec une casquette rouge. Vous avez compris? Bon. Voilà. Il y a un dernier qui vient de sortir. Et alors, ce dont vous savez, j'ai une collègue canadienne qui est en train de monter une étude là-dessus, parce que c'est à la fois un stimulant cérébral, mais c'est souvent un stimulant transgénérationnel. Parce que
c'est les petits-enfants qui ont l'habitude de jouer à Super Mario Kart, pour ne pas le citer, qui vont expliquer à leurs grands-parents. Donc il y a cet ensemble-là. Et il ne faut pas croire que... alors, sorti des réseaux sociaux, ça c'est encore une autre histoire, mais en fait, le digital stimule très bien le cerveau, vous oblige à penser, vous évite de regarder la télévision et vous influence aussi sur le plan relationnel. On va revenir vers vous, Sébastien Potvin, parce qu'on avait vu dans le sondage qu'on a présenté en début de matinée qu'en effet, un des soucis majeurs, c'était de vieillir le plus longtemps à domicile. Et vous avez évoqué tout à l'heure le problème de l'habitat. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer ? Quelles sont les pistes qui sont peut-être d'ailleurs mises déjà en pratique ? Alors, le vrai sujet, d'abord, quand on parle de l'habitat, la réponse qu'on va vous faire, c'est « je veux rester chez moi ». Est-ce que le chez-moi est toujours habitable lorsque l'on vieillit et que l'on peut éventuellement avancer en fragilité ? En fait, le cœur de la question, elle est là. Et le sujet est vraiment de se dire, ok, est-ce que je peux rester chez moi parce que mon habitat peut être adapté et peut donc devenir cet outil de mon autonomie, ou est-ce que je dois sortir de là où je vis aujourd'hui pour être dans un endroit qui, d'un point de vue de la sécurité, qui d'un point de vue de l'ergonomie, qui d'un point de vue du fait d'avoir une vie sociale aisée, etc., me permettra effectivement de rester très actif. Le sujet, il est là. Et au fond, tout le travail que l'on mène, c'est celui-ci. Luc Broussy, le président de la filière, a remis un rapport à 3 ministres il y a quelques mois de cela, en mai 2021, autour notamment de la question de l'habitat. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait 3 ministres. On avait d'un côté Jacqueline Gouraud. Pourquoi ? Parce que la question de l'adaptation des territoires, elle est importante. On peut avoir les mêmes envies que l'on vieillisse au cœur du premier arrondissement de Paris ou en Lozère ou en ville moyenne, etc. Sauf que vous voyez bien que la réalité des territoires, elle est différente. Et qu'il va falloir du coup avoir une réponse qui sera adaptée aux spécificités du territoire. Donc le fait qu'une ministre s'intéresse à cela, c'est important. Il y avait ensuite Emmanuel Vargon sur la question des logements, directement, évidemment, parce que là, il faut réussir à adapter les choses. Notamment, il y a cette question du logement social aussi qui est particulièrement importante et du parcours au sein du logement social. Et enfin, il y avait Brigitte Bourguignon, évidemment, qui est en charge directement du sujet. Et ce qui était intéressant dans ce rapport, c'était vraiment de se dire, au fond, il faut qu'on arrive à reproduire sur la question du vieillissement ce qui a pu fonctionner ailleurs. Qu'est-ce qui a fonctionné ailleurs ? Notamment ce qu'on a appelé MaPrime Rénov'. Vous savez, sur la rénovation et les questions énergétiques au sein des habitats. Eh bien, on est parti du même principe pour dire, mais faisons la même chose avec ce qui pourrait s'appeler MaPrime Adapt'. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait intervenir au domicile des personnes dont on parle trop peu souvent qui sont essentielles, les ergothérapeutes. Et qui vont du coup définir quelle est, au fond, la capacité ou non de l'habitat à devenir cet outil de l'autonomie. Et une fois qu'on a ça, eh bien on va pouvoir, de manière aisée, parce que la question de la difficulté à avoir l'information, de la difficulté sur la question des financements, de la difficulté à être en confiance avec l'artisan qui va éventuellement venir, tout ça est extrêmement compliqué sur un public fragile, eh bien on va pouvoir aider facilement les personnes à adapter. Et si on n'y arrive pas, on rentre dans ce que nous on appelle le parcours résidentiel senior. Et le parcours résidentiel senior, aujourd'hui, c'est une multiplication d'offres, d'habitat intermédiaire, intergénérationnel ou pas, de béguinage, de résidence autonomie, etc., qui vont permettre de se sentir chez soi, d'être en sécurité, d'être dans un endroit ergonomique, etc., etc. Et c'est ça, au fond, le sujet. Là-dedans, on a de la technologie, de la nouvelle technologie qui peut intervenir, mais pas uniquement. Et ça, on appuie beaucoup sur le sujet parce que la silver economy, c'est une économie de l'innovation, oui, mais c'est pas de la nouvelle technologie à toutes les sauces. Et on l'a d'ailleurs fait dans un rapport qu'on a commandé autour de l'éthique à Fabrice Xil et Solène Brugère sur la question de l'éthique et de la nouvelle technologie. Et tout comme c'est la filière qui avait commandé le rapport du professeur Aquino sur cette question-là. Justement, notre rôle, c'est d'essayer de porter sur le débat public des questions qui doivent être tranchées pour qu'on avance vers une autonomie encore plus forte de chaque citoyen français. Monique Iborra, tout à l'heure, vous parliez largement du problème du financement.
Alors vous avez quand même une première victoire, c'est que cette 5e branche de la sécurité sociale, a priori, a été authentifiée tout début décembre. Donc là, je veux dire que cette solidarité nationale va exister. A priori, c'est un premier élément. Mais deuxième élément, on l'a vu dans les différentes questions, il y a aussi, on opposait tout à l'heure, on disait est-ce que les jeunes sont opposés par rapport aux vieux, mais il y a un souci majeur qui apparaît aujourd'hui chez les jeunes, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir accompagner leurs anciens, leurs grands-parents ou leurs parents. Et là, se pose souvent un problème financier, parce qu'aujourd'hui, l'EHPAD n'est pas une solution gratuite. Oui, absolument. Ça fait partie des inquiétudes, hein, ce financement, le financement de la perte d'autonomie et le reste à charge. Et en effet, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on prévoit, tel que ça a été évoqué, on prévoit quelque chose de différent et d'autre que ce choix binaire entre l'EHPAD et le domicile. Et il existe un certain nombre de propositions, de solutions, mais là aussi, si vous voulez, le manque de coordination de tout ce qui existe réellement, qui fait que la plupart du temps, ceux qui doivent en bénéficier l'ignorent complètement. Donc là, il y a une vraie réforme organisationnelle qui est prévue, qu'on a abordée dans le projet de loi de sécurité sociale, mais encore une fois, qui est uniquement budgétaire. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une grande loi et nous le souhaitons absolument à l'Assemblée. Donc, sur les prochaines réformes qui seront amenées à faire, une est bien avancée, c'est le changement de modèle de l'EHPAD, y compris sur le plan organisationnel, y compris sur le plan financier, de manière à réduire ce reste à charge qui est vraiment trop lourd pour certaines personnes en tout cas, et surtout de manière à modifier ce qu'est l'aide sociale aujourd'hui. Parce que le problème de la perte d'autonomie et de financement, c'est à la fois un problème sociétal, c'est à la fois un problème social, c'est à la fois un problème démographique et c'est un problème financier. Et vous voyez bien que seule une loi qui balaye l'ensemble peut être utile et connue par nos concitoyens. Donc la réforme de l'aide sociale est quelque chose qui doit s'imposer et qui fera que non seulement les personnes qui ne peuvent pas payer ces EHPAD aujourd'hui continuent à pouvoir les payer, mais surtout que le reste à charge pour les autres personnes puisse baisser. Et c'est la raison pour laquelle, et je pense que ça, on peut en être fier, puisque l'ensemble des gouvernements l'avaient prévu, mais ne l'avaient jamais fait. Et c'est la création de la 5e branche de la sécurité sociale, qui sera réservée essentiellement à intervenir comme finalement un risque de la perte d'autonomie. Et ceci est créé, cette branche est créée depuis 2020. Évidemment, elle est alimentée financièrement pas suffisamment et elle devra l'être au moment de la grande loi qui est absolument nécessaire. Et ce qui, sur le plan symbolique, est très important. Pourquoi ? Parce que ça signifie que le débat entre, finalement, la prise en compte par la solidarité, par la 5e branche, ou la prise en compte par des assurances privées, sans s'opposer, parce qu'on n'interdira pas, je suppose, quel que soit le gouvernement, à quelqu'un qui veut avoir recours à des assurances privées d'y aller, mais en aucune manière, ça peut être l'essentiel de la politique publique qu'on veut mener sur le sujet. Hélène Rossignol. Je voudrais revenir sur ce que vous dites, je partage vos constats. Je pense qu'il faudra aussi mettre un tout petit peu plus de bon sens dans ce qui est pris en charge. J'ai été interpellée il y a 2 semaines par un aidant qui me parlait des troubles d'incontinence de sa tante et qui m'expliquait que c'est des choses qui paraissent triviales, mais en fait c'est extrêmement important que dans le régime de sécurité sociale, le matelas est pris en charge une fois tous les 5 ans. Quand on est vraiment incontinent, c'est pas tous les 5 ans qu'il faut changer son matelas. Il m'a dit, nous on le change 1 fois par an, mais on est ouvrier, on fait ce qu'on peut, mais ça coûte extrêmement cher ces matelas. Et ça, qui a eu l'idée que ce soit tous les 5 ans, n'a jamais été incontinent. Et il me dit, on a passé le confinement à courir, par exemple, chercher des alaises, parce que les magasins étaient fermés, etc. Et d'ailleurs, il me dit le nombre d'amendes qui s'est pris pour sortir du kilomètre autour de chez lui pendant le premier confinement, parce que les policiers ne comprenaient pas ce que c'était que des alaises. Et donc, c'est aussi un souci sociétal. C'est-à-dire que si on ne comprend pas ce que c'est que de s'occuper d'un parent âgé, d'un proche âgé,
les choses n'avanceront pas. Donc, du bon sens de l'humain et de l'expérience, c'est aussi important, et je vous rejoins aussi sur la technocratie. Jean-Michel Lecerf. Oui, non, mais je vais redonner la parole tout de suite à Hélène, parce qu'il y a un autre point qui n'a pas été beaucoup soulevé, c'est celui des aidants. On sait que c'est très 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 important, parce qu'ils jouent un rôle social et médical, ou en tout cas paramédical extrêmement important. Et je sais qu'Hélène, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous avez publié un livre, et puis vous avez mené des actions. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier dans cette affaire, parce que ce sont des gens qui s'épuisent et sur lesquels on compte beaucoup. Donc peut-être un petit mot, Hélène. Alors là, je pourrais parler pendant des jours et des jours. Une minute, on va faire court. Donc effectivement, les aidants, je vous apprends rien, mais peut-être que ceux qui regardent ne savent pas forcément. Les aidants, c'est n'importe quelle personne qui prend soin d'un de ses proches, âgés, malades ou handicapés, au quotidien. Et que ce soit vis-à-vis des professionnels de santé, et là, on en parlait juste avant, on est aussi un peu coupable, on ne pense pas forcément à regarder le proche à côté du patient, et on ne sait pas forcément d'ailleurs comment leur parler, mais comment leur expliquer que peut-être qu'aider leur apparaît normal, mais ce qui est normal n'est pas forcément anodin. Ça va pas être anodin pour leurs finances, ça va pas être anodin pour leur santé. Il faudrait réussir à faire de la prévention en fait au niveau des aidants, et de leur dire que ils vont avoir besoin de pause, de ne pas culpabiliser parce qu'ils ont besoin de s'arrêter un jour ou deux. On ne culpabilise pas quand on prend des week-ends, quand on travaille. Même si c'est difficile de voir ça comme un travail, c'est en tout cas une charge qui est complexe à porter, et tout le monde a besoin de pause. Moi, je prêche pour vraiment mettre en place un parcours de l'aidant un peu partout dans la société, dans les hôpitaux, auprès des médecins généralistes, avoir un parcours de l'aidant, encore une fois, la technocratie, mais au niveau de la CAF, au niveau des MDPH, que tout le monde sache vraiment qui sont ces aidants, ce qu'ils traversent, et qu'on puisse les accompagner au moment où ils entrent dans les danses, et pas quand ils font un burn-out. Parce que c'est souvent là qu'on les repère, malheureusement. Philippe Mouguel, c'est aussi un problème qui concerne particulièrement aux patients. C'est un problème essentiel, parce que quand on rentre dans les gens qui viennent nous voir, ils viennent nous voir parce que leur père ou leur mère, c'est là qu'ils commencent à se sentir concernés. Donc il y a un lien qui va se créer, et une obligation quelque part morale de s'occuper de ces parents qui se sont occupés de vous quand vous étiez petit. Donc un engagement qui n'a rien à voir avec l'effet inverse, où c'est complètement intégré l'éducation des enfants dans la société. Là, on n'a pas ce mouvement dans ce sens-là. Donc il y a des choses à créer là-dessus, et ils vont y aller en pensant qu'ils sont les mieux placés pour le faire. Et le plus dur, c'est de les convaincre qu'il y a d'autres personnes qui sont des professionnels, qui peuvent les aider, et qu'il faut prendre des temps de répit. Quand on avait créé à un moment une structure supplémentaire qu'on appelait les Mayens, on avait aussi créé des places de répit. Le gouvernement vous en a créé je ne sais pas combien, et puis ils ont fait un bilan, ils ne viennent jamais. Alors on leur a payé le taxi pour y aller. Et ils ne venaient toujours pas. Le problème, c'est que ils n'ont pas envie, quoi. Ils se disent, mais vous ne saurez pas comment vous en occuper, vous ne saurez pas. Moi, je sais. Et en fait, ils se trompent la plupart du temps, puisque les équipes qui sont là le savent très bien. Et l'exemple, là, je discutais avec Hélène tout à l'heure, c'est la personne qui vient chercher à la fin du week-end son patient, et qui s'aperçoit que le patient, à la limite, il la voit, mais il s'amuse beaucoup mieux avec les autres personnes qui sont autour, qui ont l'habitude de les prendre en charge. Et ça fait un déclic. Et là, l'aidant va commencer à pouvoir avoir une vraie vie d'aidant. Avant de faire un petit tour de table final, Sébastien Potvin. Oui, cette question des aidants, elle est vraiment effectivement importante. Et nous, ce que l'on voit en plus, c'est qu'il y a différents statuts de l'aidant. C'est-à-dire que l'aidant de la proximité du quotidien et l'aidant qui est à 200 km de la personne aidée vivent des choses qui ne sont pas du tout identiques. Et ça crée, y compris dans les fratries, des tensions extrêmement fortes qui vont peser évidemment sur le poids de l'aidant du quotidien. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je dis parfois ça avec sourire, mais les baby-boomers ont fait moins d'enfants, ils ont divorcé, ils se sont remariés parfois à une distance extrêmement importante. Donc ne regardons pas simplement en statique, mais projetons-nous sur les aidants de demain, pour bien comprendre qu'il y a effectivement urgence à penser cette question-là. Et moi, j'ai beaucoup aimé votre ouvrage sur le sujet. Voilà, on arrive à la fin de cette table ronde. Donc, petit tour de table rapide. En 1 minute, vous avez chacun le droit de dire quel est le message le plus important. Avec une baguette magique que j'aime bien, qu'est-ce que vous pourriez faire? Quelle est la priorité que vous allez donner sur le versant politique? Monique Bera.
Ça, c'est pas compliqué. Moi, ma priorité, ma priorité est avec mes collègues députés, je dois le dire, je suis pas la seule réellement sur ce sujet. Ma priorité, c'est qu'on débouche sur la grande loi qui était promise et que nous n'avons pas encore, mais qui devra s'imposer et qui sera aussi vaste et ne pas simplement faire comme on fait d'habitude, rentrer par le financement en disant oh là là c'est trop cher, on va pas pouvoir. Sébastien Potvin. Bien, fondamentalement que tous les acteurs prennent conscience qu'ils ont un petit bout de la réponse. Et que bien que nous soyons différents, voilà, les EHPAD, demain, ça sera important aussi pour les territoires. Parce que, effectivement, l'EHPAD plateforme, on pourra venir puiser de la compétence, etc. Que les collectivités territoriales ont des bouts de réponse. Que les entreprises ne doivent pas être simplement regardées comme des loups qui vont venir essayer de croquer les seniors, etc., etc. Et que l'ensemble des acteurs doit réussir à comprendre que ce sujet-là, qui est une énorme transition, qui va profondément toucher notre pays, si on veut en faire un levier, il faut réussir ensemble à se dire ok, on va travailler ensemble et on tirera tous des bénéfices de cela. Hélène Rossido. Moi, j'ai envie de penser que la longévité, c'est comme une chaise avec 4 pieds. Il y a le niveau sociétal, c'est très important qu'il y ait une prise de conscience globale. Il y a le niveau des professionnels de santé, il faut absolument améliorer la formation sur la longévité, que ce soit sur la prise en charge des personnes âgées ou de leurs proches aidants. Il y a les aidants, bien entendu, on a besoin d'apprendre à les soutenir, d'apprendre à les encourager, de les éduquer, de les suivre vraiment sur le long terme et de les prendre en compte dans les décisions. Et puis, bien entendu, il y a les patients. La prévention, ça doit être un pilier vraiment de notre vision sur la longévité, et aider les patients à aller mieux, c'est aussi aider les aidants, parce que si le patient va mieux pendant longtemps, l'aidant a un rôle aussi qui est moins lourd. Donc c'est un cercle vertueux. Philippe Amouyal. Mes amis démographes ont une théorie. Vous savez, il y a 2 théories du vieillissement. Soit on va vers la pandémie mondiale, c'est-à-dire que tout le monde va être malade, des maladies chroniques, ça va être terrible. Soit on va vers la théorie, soit on va vers la théorie de la compression de la morbidité, c'est-à-dire que finalement, on va vivre très 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 longtemps en pleine forme, ou presque. Et puis entre 99 ans et demi et 100 ans, on va faire toutes les maladies, on va décéder. C'est un modèle qui pourrait sauver complètement la société. Pour ça, je ne vais pas dire que c'est simple, mais il faut que la recherche médicale avance, parce que ça va être aussi un des piliers de cet élément-là. Puis après, il faut faire travailler son cerveau, bouger, bien manger et puis voir ses amis. Voilà, un joli programme. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez fini. On est dans les temps, donc vous êtes encore avec nous et on vous en remercie bien évidemment. Olivier Véran, vous l'imaginez, un petit peu de travail en ce moment. Il est ministre des Solidarités et de la Santé justement. Mais comme il nous fait l'amitié chaque année d'approuver ce colloque et d'y participer, eh bien, il a voulu vous enregistrer ce message. Olivier Véran. Mesdames, Messieurs, j'ai donc l'honneur de clôturer votre colloque sur la longévité. Je salue l'Institut Pasteur de Lille et la Fondation Pilège qui ont, au fur et à mesure des années, consolidé ce qui est désormais un rendez-vous incontournable de nos politiques de santé. J'adresse également un salut confraternel au docteur Alain Ducardonnet, avec lequel j'ai eu le plaisir de parler des mobilités actives il y a quelques semaines au ministère, et nous savons combien ces mobilités sont utiles et efficaces dans la prévention de la perte d'autonomie. Parce que oui, vivre longtemps c'est bien, mais vivre longtemps en bonne santé, c'est mieux. Et c'est tout l'enjeu de l'adaptation de notre système de santé, et plus largement de notre société, au choc démographique qui s'annonce et qui est déjà là. En 2030, c'est-à-dire demain, nous vivrons un premier point de bascule. Les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans, il faut donc nous y préparer. Votre sondage nous montre que les Français se sentent responsables de leur santé, puisqu'ils plébiscitent à 97% une alimentation saine, à 96%, une activité physique régulière pour rester le plus longtemps possible en bonne santé. Rendre chacun acteur de sa santé, c'est un bon début. C'est le socle d'un système qui fait de la prévention le fer de lance de la santé publique. Notre pays, contrairement à d'autres, n'avait pas vraiment cette culture de la prévention, mais depuis quelques années, les choses changent. Et ce quinquennat aura aussi été celui du virage préventif. Les bons comportements sont indispensables, mais une action publique forte doit également permettre à chacun d'avancer sereinement sur le chemin du grand âge. Cette sérénité n'est jamais acquise, et l'une de ses conditions sine qua non est de pouvoir vieillir chez soi. C'est une aspiration très largement répandue, elle est parfaitement légitime. Votre enquête montre d'ailleurs que 89% des Français pensent que l'on pourra à l'avenir plus facilement vieillir à son domicile.
Nous y travaillons et le projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte des mesures très fortes destinées à mieux accompagner nos aînés chez eux. Je pense notamment à la création d'un tarif plancher national de paiement des aides à domicile, 22 € de l'heure, qui va permettre aux professionnels d'avoir une activité économique plus viable et in fine de mieux payer les salariés. Je ne peux pas ne pas dire quelques mots sur le lien intergénérationnel, parce que ces derniers mois, nous avons entendu beaucoup de choses sur les personnes vulnérables, et souvent des choses qui ne me plaisent pas du tout, comme cette idée qui consisterait à ne soumettre que les personnes âgées aux mesures de protection sanitaire. Je vous le dis très clairement, ce n'est pas ma conception de la vie en société, et la longévité en bonne santé, c'est une longévité qui n'a de sens que si les personnes sont pleinement intégrées à la vie de la cité, par temps calme, comme dans la tempête. Dans la période que nous traversons, nous avons toujours tenu à ne pas opposer les personnes âgées vulnérables à des jeunes en bonne santé, comme si le sacrifice supposé des seconds n'avait de sens que pour protéger les premiers. À ce propos et pour conclure, face à la 5e vague qui est là et bien là, je compte sur vous pour inciter chacun à se faire vacciner, ceux qui sont encore réfractaires, comme ceux qui sont désormais éligibles à la dose de rappel. Il le faut, nous avons toutes les cartes en main, nous pouvons éviter le pire. Je vous remercie.